prix de l'essence, avec tout ce qui s'est passé au Venezuela, a remonté. Il avait baissé en fin de semaine. A remonté à 61,64 le Brent et 58,19 le WTI. Alors, le pétrole hésite, conséquence de l'opération militaire. Le pétrole en ligne de mire de l'intervention US au Venezuela, quel scénario pour le baril? Bon, le Venezuela a beaucoup de pétrole. C'est tout à fait vrai. Biden avait autorisé Chevron à aller exploiter le pétrole avec Maduro au Venezuela. J'avais toujours trouvé ça curieux. C'était bien bizarre. Pourquoi Chevron? C'est Chevron qui avait été choisi par l'administration Biden pour aller exploiter le pétrole avec Maduro euh, sans, sans bypasser les sanctions. C'était supposé être ça. Mais on sait, le Venezuela pognait le pétrole puis l'envoyait avec des bateaux non nolisés, ce que j'ai montré avant Noël, pour ceux qui ont suivi. Donc, on s'est ramassé là-dedans. Il est allé chercher. Bon, il la grosse intervention, mais pour le pétrole, mais pas juste pour le pétrole. Pas juste pour le pétrole. Là, il y en a qui disent que c'est juste pour le pétrole. Non, non, non. Tout d'abord, le Canada a un rôle à jouer là-dedans parce que nous autres, le pétrole, on en vend aux États-Unis. Avec cette portion-là de pétrole, les États-Unis vont avoir moins besoin du pétrole canadien. OK? Ça, c'est une chose. Donc, qu'est-ce qui va rester au Canada à négocier? Ça va être une bonne question. Parce que c'était quoi notre enjeu? Puis là, on parle de séparation de l'Alberta ou de référendum sur l'Alberta. Là, si les États-Unis, ils ont moins besoin de notre pétrole, mettons, ben ça change la donne sur bien des choses. Quel est notre restant de pouvoir politique réel économique? Ça, c'est la première chose. Ça, c'est le volet pétrole. Il y a de bonnes réserves. Hein? Alors, CBS News Report, alors les élections Alberta, les élections d'Alberta, comme élection Québec, élection Alberta a approuvé une pétition hein, qui déclencherait un référendum à savoir si l'Alberta devrait devenir un pays souverain ou rester à travers le Canada. 2026 va être une très grosse année. C'est une grosse décision que les Albertains vont prendre. Donc, avec ce qui vient de se passer à l'instant avec le Venezuela, ça remet en perspective beaucoup de choses. Parce que oui, il y a du pétrole impliqué là-dedans. Absolument. Ça, on n'est pas naïf, là. Il ne faut pas être naïf. Il y a du pétrole impliqué là-dedans. Mais pas que du pétrole. Il y avait aussi la drogue, le fentanyl, qui était un enjeu. Les bombardements de bateaux, c'est une affaire. Si on raffinait nous-mêmes notre pétrole, on serait gagnant sur le long terme? Non. Oui, puis non. En fait, il faut comprendre, le modèle de pétrole, c'est une intégration dite verticale, de la production à la transformation à la distribution. Et il contrôle toute la ligne. Oui, ça pourrait être possible qu'on fasse nous-mêmes notre affinage, mais ce n'est pas tant l'objectif. Parce que si on avait eu à le faire, puis Simon, je comprends ton point, mais on est en 2025. Désolé, là. Fallait le faire, là, 60 ans. Nous, au Québec, ce qu'on a fait, on a fait fermer la raffinerie de Shell. Et les écologistes étaient contents au début des années 2000 que 2500 personnes perdent leur job à Montréal. Des jobs payés dans les 80 000, 100 000 et 120 000 et plus en passant. On avait une raffinerie qui a fermé. Tu as les compagnies productrices de raffineries. Mais je vais donner un exemple, Simon. C'est que Chavez du Venezuela, il a volé des raffineries. Je dis bien voler des raffineries. Donc, le pétrole, c'est la ressource du pays, et dans le pays. Si on a de quoi à faire, c'est plus à ce niveau-là. Comme on le fait avec la plateforme Hibernia au Canada d'ailleurs, comme on le fait avec l'Alberta. Ça, c'est notre ressource.
Qu'un autre pays vienne le raffiner, c'est une autre histoire. Est-ce qu'on peut acheter, est-ce qu'on peut avoir une compagnie québécoise ou canadienne qui achète une raffinerie? Oui, mais en partir une à zéro, on est en retard de 60 ans. Là. Les technologies ont évolué là-dedans. J'ai déjà entendu des épais souhaiter la fermeture de la raffinerie Valero, anciennement Ultramar, sur la rive sud de Québec. Grosse raffinerie importante pour l'Est du Canada et du Maine et du Vermont et de l'État de New York. On a des raffineries. Oui, c'est des compagnies américaines ou étrangères, ou peu importe, qui exploitent les raffineries. Il y a des prix déterminés. Chaque pays a ses conditions. Ça, on peut jouer là-dessus. Mais de partir nos propres raffineries, OK, ça va prendre des. On manque d'argent pour ça, ça prend des investissements majeurs, et le rendement, ça serait à voir, et on n'aurait pas nous, au Canada, peut-être qu'on pourrait avoir de la main-d'œuvre, mais la main-d'œuvre qualifiée est déjà accaparée par les grandes entreprises. C'est juste ça l'affaire. Mais par contre, notre ressource, elle, redevances et autres, gérer ça autrement, on peut faire mieux que ça. Ça, c'est une chose. Donc, Chavez, quand il avait volé les raffineries des compagnies américaines, pas juste américaines, mais européennes d'ailleurs, en passant, au Venezuela, bien, OK, t'es veux, nous, on met ça dans nos pertes, les compagnies. Ton pétrole, raffine-le tant que tu peux, parce que ça ne durera pas longtemps. Une raffinerie, contre ce que les gens ignorent, c'est toute une chaîne de production. Ce n'est pas juste le pétrole et l'essence dans la voiture, OK? Là, c'est tous les produits dérivés. Ça prend des biochimistes expérimentés de haut niveau. Le raffinage du pétrole, ce n'est plus le raffinage de 1920. Pour vous donner une idée, en Afrique, puis j'ai appris ça pas mal cette année en 2025. L'année passée, pardon. On est en 2026, il faut que je sois habitué. En Afrique, il y a des raffineries maintenant, hein, qu'il y a des Africains. On va raffiner nous-mêmes notre pétrole. Ah ouais, OK. Bon, on a une génératrice pour vous. OK. Quel modèle? Ah ouais, quel pays? Ah, toi, c'est la catégorie D qu'on peut te vendre comme génératrice. Parce que ton diesel est de la merde. Ton diesel est comme 1960. Fait que je ne peux pas te vendre une machine qui est tunée pour un diesel de 2026. Ton diesel, il va boucher le filtre. Il faut que je te vende la machine catégorie XYZ. Comprenez? Vous avez une voiture, j'ai monté le RAM tantôt, le Dodge Ram tantôt. Je prends mon même véhicule, là, puis je l'envoie en Afrique dans un pays, là, XYZ. Je n'aimerais pas lequel, mais mettons, j'en pogne un. Il y en a une couple que je sais ce que ça ferait. Tu mettrais une tank d'essence dedans, puis après, 2 tanks, le moteur serait fini. Alors, raffiner ton essence, c'est pas là qu'il faut aller. Là. On n'est plus là-dedans. Là. Il y a beaucoup d'étapes à effectuer avant d'être de la gasoline. Ce sont des étapes de production, sans parler des plastiques aussi, des dérivés et autres, des polymères et tout. Bon, mon cousin était ingénieur pour une compagnie pétrolière. Il était régulièrement envoyé à Dubaï. Petro-Canada dans Montréal, est-ce que ça raffine encore? Oui, Suncor. Oui. Parce que c'est maintenant Suncor avec Petro-Canada. L'essence s'est améliorée d'ailleurs. Maintenant, je mets du Petro-Canada. Avant, je n'en mettais pas, c'était de la merde. Alors, c'est vraiment un niveau différent. Il faut aller plus loin que de dire, m'a faire comme Chavez, puis m'a tout raffiné. Puis ce que ça a fait au Venezuela quand Chavez était en vie, ben les raffineries se sont effondrées. L'essence est devenue de mauvaise qualité. Finalement, ils l'exportaient vers d'autres pays qui raffinaient et autres. Nous autres, on se bat contre des pipelines. Ben oui. Et je répète, il y en a qui souhaitent qu'on ferme nos raffineries au Québec, ce qui nous reste. Ouais. Et pensez-y bien, 2 choix, les États-Unis ou l'Union européenne. Ouais, les équipements, le reste, c'est ça, mais il faut les entretenir. Et au Venezuela, ils ne les entretenaient pas, puis ça s'auto-effondrait. Même si c'était de la qualité, il y a de la maintenance. Valero, ici, ça arrive sud à Lévis, ils ont mis, je ne sais pas, il y a un moment donné, juste une annonce une année, pour vous donner une idée, ils avaient mis 35 millions de dollars. 35 millions de dollars pour la mettre à jour, c'est certaines choses ou pas. Si ce n'est pas la compagnie qui le fait, qui vous pensez qu'il va le faire?
Le gouvernement Legault, le gouvernement du Québec qui mettrait de l'argent là-dedans, ça ne coûterait plus 35 millions. Là, on tomberait dans 500 millions automatique. Bon. Alors, oubliez ça, la nationalisation des raffineries, c'est voué à l'échec. Si tu en fais une, il faut qu'elle soit aux meilleures normes internationales des grandes compagnies. Et tu vas avoir besoin des grandes compagnies, puis ton essence raffinée ensuite, ça te prend la chaîne de distribution, où c'est que tu l'envoies. Il y a de quoi avoir. Et s'il y avait eu de quoi à faire, c'était là 60 ans, mais on est en 2026. Ça, c'est une première chose. Carney, lui, il se tourne de plus en plus vers les Émirats arabes unis. Ben oui. Et là, je reviens sur l'Alberta. Alors, les Québécois vont être contents si les États-Unis achètent moins de pétrole d'Alberta. Ben oui. Comme ça, on va avoir moins de péréquation. Ça va être une victoire pour le Québec. On va recevoir moins d'argent encore. Parce que les Albertains vont vendre moins de pétrole aux États-Unis qu'ils en ont plus avec le Venezuela. Ah. Ouais, c'est bon, ça. Un peu, il faut que je réfléchisse. Alberta, moins de pétrole vendu, moins d'argent, moins de péréquation. Ouais. Ça doit être bon. Alors, mais si ça joue à deux, ce jeu-là, là. Et c'est qu'il y en a qui ne comprennent pas, là, encore, là. Bon. Ça, c'est une chose. Ici, oui, on met de la merde d'éthanol dans l'essence qui diminue la performance des engins. Aux États-Unis, c'est normé et c'est bien affiché partout. Il y en a aussi de l'éthanol aux États-Unis, mais t'en as qui n'ont vraiment 0,0. Et si l'Alberta se sépare, on va vendre notre pétrole. Ah non, c'est vrai, on n'en a pas, nous autres. Attends un peu, qu'est-ce qu'on. Ah, on va en acheter plus des États-Unis ou de l'Arabie ou de Dubaï ou du Qatar ou de la Russie. La Chine. La Chine produit du pétrole. Ah oui. Alors, c'est très intéressant à voir tout ce qui se passe. Et quelqu'un. Ouais, c'est ça. Mais nous autres, on va lutter contre les changements climatiques de toute façon, anyway. Bon. Hier, j'ai eu une discussion avec quelqu'un, puis ils sont vraiment là-dedans, là. Ouais, changement climatique. OK. Je reviens là-dessus. Je vais essayer de trouver. J'ai partagé beaucoup, 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 beaucoup de choses en fin de semaine. Alors, sur l'Alberta. Voilà, ici. OK. Je vais y arriver. Bon, Facebook, il ne faut pas que je cherche là-dessus, c'est trop lent. Désolé, j'avais une image à vous montrer pour la partie pétrole. Pour la partie pétrole, parce que oui, c'est un enjeu stratégique majeur. Ça, c'est une chose. C'est clair. Justement, Bloomberg fait un topo là-dessus. 9 secondes. Avant que Chavez et les socialistes s'emparent du Venezuela, le Venezuela est en avance parce que le Venezuela était partenaire longtemps. Alors, je vais mettre la musique ici. Alors, vous allez voir le petit vidéo. Ça va être intéressant. C'est suffisant pour ce que je veux vous montrer. Alors, vous avez les années 1920, 30, 40, 50. Les exportations du Venezuela, et ça allait bien. À un moment donné, oups, Chavez s'en est mêlé. Et regardez les exportations, puis il y a eu un blocus et autres. Badang. Alors, a déjà été mieux que ça, plus en position de force. Ils se sont arrangés pour perdre. Ils se sont arrangés pour perdre ce marché-là. Et des mauvaises négociations, c'est ce que ça fait aussi. Ça a un impact. La diplomatie doit toujours primer. Puis, je répète, Chavez avait expulsé des dirigeants et des employés des compagnies pétrolières, raffineries. C'est sûr que les États-Unis n'allaient pas accepter ça. Maintenant, voici le graphique, d'où l'importance. Donc, le Canada, actuellement, devient pas mal moins intéressant. Réserves en pays, les réserves, parce que mal raffiné, ils ont beaucoup de réserves. Biden avait scrappé les réserves des États-Unis, d'ailleurs.
Venezuela, numéro 1, Arabie Saoudite. Canada. Donc, regardez, autrement dit, ce que les États-Unis viennent de chercher. Le double, pratiquement le double de ce que le Canada produit. Bon, si on regarde le marché mondial maintenant, ce qui veut dire que nous, Canada, il va falloir qu'on trouve un débouché. Les États-Unis, ils ont moins. L'Arabie Saoudite, c'est pas elle qui consomme son pétrole en passant. Ils ont besoin de déboucher, eux autres aussi. Comprenez-vous l'enjeu géostratégique mondial majeur qui se déroule maintenant sous vos yeux? Et tout ça parce que les États-Unis, eux, en plus, ne touchent pas à leurs réserves. Ils ont de la réserve de pétrole, mais ils ne touchent pas pour l'instant. Les États-Unis contrôlent maintenant la plus grande réserve mondiale de pétrole. Le mot est contrôle. Et c'est gros, là. Donc, nous, c'est quoi? L'Union européenne va acheter notre pétrole? La Russie? Ah non, c'est vrai. La Libye est productrice, mais la Libye ne consomme pas. Nigeria, l'Afrique non plus. Les principaux marchés de pétrole se retrouvent, désolé, mais dans les mains des trois gros, Russie, Chine et États-Unis. Puis ensuite, bon, vous avez l'Inde et autres. Mais c'est nous autres qu'il faut faire ce qu'il faut pour sauver la planète et le réchauffement climatique. Ben voilà, la Russie vient de découvrir ses réserves, des réserves qui vont doubler sa production. Ils les avaient depuis longtemps. Alors voilà, c'est un enjeu, juste ça, c'est un enjeu stratégique majeur mondial. Donc, le Canada, l'Alberta. Écoute, si vous ne voulez plus exploiter le pétrole d'Alberta, faites-le. On va s'arranger autrement. Si l'Alberta devient indépendant, il n'y aura plus envoyé d'argent ici? Non. Et même si l'Alberta devient un État américain, c'est non. Ben, c'est ça. Puis le Québec, ben là, ça ne vaut plus la peine d'aller pomper notre pétrole parce qu'on. Aucun intérêt. Aucun intérêt. Bon. C'est majeur. Et il y en a qui capotent, ils pensent que l'Union va faire de quoi? L'ONU va faire de quoi? Gang de clowns, rien contre encore. Le message que Trump a lancé en fin de semaine a été bien entendu. Make Venezuela great again. Et savez-vous quoi? Ça risque de pogner. Beaucoup plus que vous pensez. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne comme impact. J'ai tellement de choses à vous montrer. Là. Le temps file vite. Il est midi 24, ça, je fais ça ici. Bon, les coûts du bye-bye en baisse sont ancrés, c'est fini. Non, ce ne sera pas long, il y a une lenteur Internet. Ça, c'est l'autre niaiserie. Ce ne sera pas long. Toutes mes pages sont toutes en refresh actuellement. Désolé. Pas capable de les garder. Ça, c'est les browsers qui font ça. Dans un paramètre qui a changé, ils font des mises à jour, ils ne nous disent pas, puis ils changent le paramètre qu'on avait avant qui marchait bien. Bon, évidemment. Ouais, les ouf. Pédaler. Bon, ce sera pas long, désolé. OK. Ça ici, c'est important. Bon, j'y arrive. Désolé du délai. C'est bol que c'est long. Nous autres, on a McCartney. Bon. Le message qu'il a lancé, Trump a parlé en fin de semaine, fait une conférence de presse, je reviens. Il a lancé entre autres le message MVGA, Make Venezuela Great Again.
make Venezuela great again. Alors, déjà, ce mouvement-là commence. Beaucoup de gens hors Venezuela et au Venezuela sont très contents de ce qui s'est passé. Trump a compris quelque chose. Et ce gabin-là, vous allez faire de l'argent. Ça va être le fun. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. C'est sûr que les gauchistes, ils n'aiment pas ça, eux autres. Puis ils vont faire de l'argent, puis il a parlé dans son speech de d'autres choses. On écoute. We could have lost a lot of people last night. We could have lost a lot of dignity. We could have lost a lot of people last night. We could have lost a lot of dignity. We could have lost a lot of equipment. The equipment is less important, but we could have lost a lot. And we're going to make sure that this is proper. We're there now. We're ready to go again if we have to. We're going to run the country right. China, Russia, and Iran have interests in Venezuela. How does this operation affect your relationships with them when it comes to the oil and the drugs? And Russia, Russia when we get things straightened out. But in terms of other countries that want oil, we're in the oil business. We're going to sell it to them. We're not going to say we're not going to give it to them. In other words, we'll be selling oil probably in much larger doses because they couldn't produce very much because their infrastructure was so bad. So we'll be selling large amounts of oil to other countries. We could have lost a lot of people. Alors, vous voyez comment que je vais avoir de la misère à faire mon live parce qu'il y a de la censure, c'est à côté, c'est l'enfer. Mais ils vont faire de l'argent. Alors, il va y avoir le marché de l'argent, du pétrole en masse, en masse. Ils vont faire beaucoup d'argent. C'est eux autres qui gèrent ça. Il va y avoir une redistribution. Là, tous les détails ne sont pas tous faits encore. Qui va gérer quoi que ce soit, blablabla. Bon, OK. Les déportés vénézuéliens sont magas maintenant. Donc, un commentaire intéressant. Le mot voler n'est pas approprié. C'est juste la note que je mettrai là-dessus. Voilà, ici. Bon, Dan. Ils vont aussi voler l'or, quatrième richesse mondiale en or. Ils vont voler les terres rares. Elon Musk a dîné avec Trump et sa femme en fin de semaine. Bon, OK. Je n'utiliserai pas le mot voler. Ils sont juste plus wise que nous autres. Et en passant, si ça vous préoccupe de se faire voler de l'or, sachez que les compagnies chinoises ici, on les a donné nos mines. OK? Ça ne devrait pas déranger les Québécois, ils sont habitués. Ça ne dérange pas personne. Là, on dirait que parce que c'est les Américains qui prennent le pas, là, tout d'un coup, ça dérange. Ça ne dérange pas que des étrangers ou autres, des Chinois ou n'importe qui d'autre piquent l'or directement. Ça ne dérange pas. Mais les Américains, faut-il le rappeler, c'est beaucoup de compagnies américaines et canadiennes aussi qui extraient l'or au Canada et au Québec. Donc, je ne dirais pas le mot voler. Non, non, non. Pas voler. Et pas voler du tout. C'est pas parce que nous autres, on ne fait rien avec ça que si d'autres font de quoi, qui sont voleurs. Nous autres, on ne s'en occupe pas. Mais il y en a d'autres qui s'en occupent. That's it. C'est ça, c'est juste ça que je veux que vous compreniez. Ça ne dérange pas les gens au Québec, Canada, que les compagnies chinoises vident notre or depuis des années et des années. Quand Rambo Gauthier l'avait dit, on s'était moqué de lui. Ben, c'est ça, continuez de rire de lui à cette heure. Rambo avait essayé d'avertir le monde d'un millier. Je n'étais pas d'accord du tout avec Rambo Gauthier et ses méthodes, pas du tout. Ça n'a rien à voir. L'or, l'argent, c'est un enjeu stratégique majeur autant que le pétrole. Là, on a parlé de pétrole. Là, on va parler des autres enjeux que je vais vous montrer. Ce ne sera pas long. Ce ne sera pas long. Comme je dis, il y a tellement de choses. Internet est très, très lourd actuellement. Bon, je vais revenir là-dessus. Qu'est-ce que je déteste quand ça lag de même, vous n'avez pas idée comment, et je ne peux rien faire. Ouais. Bon. Parce qu'il y en a tellement de choses et de nouvelles.
Là, là. L'argent, le marché de l'argent, silver, le métal. Regardez ce qu'il arrive. Voilà. Dans le département des États-Unis, le département de la guerre, Pete Hegseth, il annonce un investissement de 2 milliards pour un processus de raffinage d'argent. Rien de moins. Donc, c'est quand même pas banal qu'il y ait ce marché-là ici. Alors, c'est le département de la guerre qui va s'occuper de cela. Et 2 milliards, donc de l'argent qui est là, donc US Secure Silver Smelter Deal to Process Latam Metals, de haute qualité. Département de la guerre, pourquoi? Parce que l'argent est associé aux technologies, à l'armement, et c'est un butin de guerre en même temps. Donc, ils n'ont pas volé, là. Mais détiendra, le département du ministère de la Défense va détenir une participation de 40 dans la co-entreprise de fonderie financée par JP Morgan. Alors, une fonderie d'argent massive. Donc, les Chinois sont après ça aussi. Alors, les métaux critiques, US, Zinc and Critical Mineral Refining Timelines, ils ont compris, eux autres, c'est quoi? C'est nous, on n'a pas compris ça ici, là. Hein? Le cuivre, le lithium, le nickel, le cobalt, le graphite, les terres rares, on a tout ça au Québec. Mais nous autres, c'est pas nous autres qui exploitent. États-Unis, Mexique, Canada, regardez les productions. Hein? Alors, comprenez-vous que le Canada, ici, on a un rôle à jouer important dans certaines productions de raffinage? Puis nous autres, il y en a qui souhaitent qu'on ferme la fonderie Horn. Bien, fermez-la. Quand toutes les fonderies vont ouvrir ailleurs, faites-vous-en pas, ils vont toutes fermer au Québec. Et je vois le mot germanium, antimoine, bismuth, palladium. Palladium, ils ont trouvé des mines de palladium dans le nord de l'Ontario, près de Thunder Bay, en 2022. Grosse mine de palladium. C'est pour des métaux rares, production et autres. Alors, les États-Unis s'en vont là-dedans à fond de train. Nous, on n'y va pas. Ce n'est pas une question de voler rien, c'est la technologie, les besoins technologiques. C'est juste que nous, on ne comprend rien de ça. Donc, nous, on va perdre ça. C'est tout. Parce qu'on n'a pas voulu agir là-dessus. Donc, ce n'est pas une question de vol. Les Chinois, si vous parlez de vol, regardez comment les Chinois agissent avec nos mines ici. Oui, je vais avoir besoin de Starlink. Au Québec, la mine de diamant fait faillite de. Ben oui, au Québec, on est la seule place à la planète Terre, ça boule, qu'on a eu une mine de diamant en faillite, il faut le faire. Si bol. On a fait fermer une mine de diamant en faillite. Diamant. Puis ils ont besoin industriel en passant des diamants. Pour le monde industriel, on a besoin des diamants aussi. Ah oui, l'Union nationale, ben oui, je le sais. Là, Jonathan Blanchet veut faire fermer ça. C'est complètement con. Désolé, là. Bon. Ouais. Au Venezuela, c'est de la déforestation, l'emprise américaine, mais la déforestation a commencé avec Chavez beaucoup, tu sais. Le Canada va vers la pauvreté. Et c'est des jobs payants, des mines, des fonderies et autres, mais il y a moyen de le faire en respectant des normes de pollution et tout ça. Mais faites-la fermer toute, puis vous allez voir ce qui va arriver du Québec. OK. Premièrement, donc ça, c'est l'enjeu pétrole, terres rares et autres que vous avez entendu parler. J'ai trouvé de quoi pour vous de génial. Là, il y a eu une intervention militaire. Là, au début, je voyais ça, les États-Unis entrent en guerre contre le Venezuela, puis ils débarquent. Puis... Non. Pas pantoute. Pas pantoute. Je vais revenir sur la légitimité après, OK? Là, je vais vous parler de l'opération. La légitimité, c'est une autre histoire. Les relations internationales, il y en a qui ne comprennent pas comment ça marche. C'est une question de force. Pas de loi, pas de droit, mais de force. C'est plate, mais c'est ça. Alors, ce qui est mon affaire ici, pour vous montrer ça. Et il y a probablement eu un accord aussi, bien, bien compliqué. Donc, c'est une opération d'extraction. Critiquable, peu importe. OK. Bon. Comment ça s'est fait?
Et en passant, le topo, 135 avions utilisés. Remarquez bien ça. Des F-35, des F-22, des F-18, une coupe des WAC, des bateaux, des hélicoptères Apache et autres. Ça, c'est la claque d'en face à la Chine, la Russie et la Chine. Et la vidéo, je vais vous le montrer, il explique très, très bien ça. Vous avez souvent entendu parler, puis j'ai vu des commentaires en fait de semaine, qu'est-ce que le BRICS va faire contre ça? Ils feront rien. D'abord, le BRICS, c'est un pouvoir d'achat différent. C'est une monnaie différente. C'est correct. Vladimir Poutine lui-même le dit, les pays qui transigent avec le BRICS pourront aussi transiger, s'ils le veulent, avec des US dollars. Du dollar US. Ben oui. Parce que leur pouvoir d'achat total, même s'ils représentent la moitié de la population et plus, un petit peu plus que la moitié en population, ça n'a rien à voir avec la richesse. Deux choses. Voilà. Deux choses différentes. Ils feront rien. Mais là, ils ont eu une claque d'en face. Et vous allez voir, je suis content d'avoir trouvé cette vidéo-là. Je cherchais quelque chose comme ça en fin de semaine. Alors, moi, on va vous laisser rouler de toute façon. Alors, vous avez d'abord les soldats, c'est la Delta Force qui a été utilisée. La Delta Force est utilisée, rien de moins. Et ils ont fait ça de façon hyper efficace. Alors, le setup, regardez comment ils ont préparé ça. Alors, ici, j'arrête ça ici. Le positionnement des bateaux, vous avez l'île de Porto Rico, Cuba qui est là, les deux porte-avions. Sachez que quand il y a des porte-avions, il y a des sous-marins aussi. Faut-il le rappeler? Je vous le rappelle. Alors, déploiement qui était là. Les troupes amphibiennes, Ready Group, hein? Et la Delta Force était probablement basée là. Narco-terrorist state, déclaré comme ça ici. Vous voyez, c'était important de déclarer ça avant. Stratégique. Toute la frontière qui était là. Et, je reviens, un petit peu ici. J'espère que ça va collaborer un peu mieux que ça. YouTube. Pour moi, à chaque fois que je vais cliquer de quoi, ça va faire ça. Bon. Venezuela, Colombie, Guyane. Et vous avez le Brésil aussi qui sont autour en passant, OK? Donc, là, c'est le Venezuela. Le setup, ils se sont préparés 2 heures du matin. Des F-35, ben oui. Première vague d'assaut. Vous savez, les F-35, ces avions-là qui ne sont pas bons. Et hop, qu'est-ce qu'on voit ici? Les S-300 russes qui ont été pétés par les F-35. Pétés en partant. Eh oui. Bading, badang. Ça a commencé avec ça, les premières attaques, des F-35, des Osprey. Et aussi, et c'est là, je ne sais pas si je vais le voir ici, le B-1B, bombardement stratégique sur certains bâtiments spéciaux qui ont fait une panique et c'était ciblé. Et là, vous avez d'autres petits bombardements qu'il y a eu à des endroits stratégiques. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de victimes, mais pendant ce temps-là, la Delta Force arrivait et vous aviez les positions avec des hélicoptères pendant l'extraction qui assuraient le positionnement. Mais le bout le plus important, c'est le suivant, vous allez le voir. Alors, Maduro et sa femme, comment les trouver? Où elles étaient? Oh, qu'est-ce qu'on a ici? 5 bonhommes. C'est des espions autour de Maduro. Des gens infiltrés au gouvernement. Donc, quand il y en a qui disent que Trump ne sait pas ce qu'il fait, ils ne savent pas ce qu'ils font, ils abrutis, ben non. Il avait infiltré le gouvernement Maduro. Ils ont fait ce que les Chinois ont fait. C'est simple. Ou les Russes ont fait, ou d'autres pays font, l'Angleterre, peu importe. C'est de l'espionnage. L'espionnage a joué un rôle important, une fois de plus. Et dans l'histoire de l'humanité, c'est arrivé très souvent. Vous pouvez remonter à l'Empire chinois avant Jésus-Christ, si vous voulez. Ça a commencé là. L'Empire chinois s'est bâti par espionnage, en partant avec les 4 royaumes combattants. Puis il y a eu un vainqueur, c'est celui qui espionne le mieux les autres. Bon. Donc, l'espionnage pour savoir où ce qui était. Et ça, c'était la beauté. Pour savoir où aller, ils ont reconstruit le bâtiment dans lequel Maduro était. Et ils se sont pratiqués dedans avant d'y aller. Donc, ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Quand ils ont débarqué, c'était très rapide, très facile. C'était tellement efficace que Maduro, il n'a même pas eu le temps de se cacher dans sa chambre secrète. Carrément.
Donc, l'extraction s'est bien passée et vous avez, bon, les F-22 qui ont passé, les F-35 qui ont arrosé et des F-18, des F-16, pas trop à utiliser les F-16 parce que les F-16 auraient pu être détectés. Et c'est là tout l'arsenal, et c'est ça l'ampleur. Ce que vous voyez, ça vous aviez l'arsenal russe, les S-300, des missiles antiaériens, et vous aviez les stations radars chinoises qui devaient détecter même les F-35. Quand les Chinois ont vendu ça au Venezuela, partout dans le monde, ils disaient, oh oui, si vous achetez ça, vous allez voir, les F-35 américains, il n'y aura pas de problème, vous allez les détecter, bla, 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 bla. Bading, badang. Ben, finalement, c'était de la merde, les radars chinois. Ça a rentré comme du beurre dans la poêle. Ils les ont pétés. Puis, ici, hop là, j'arrête ici, l'image. Iranian Shahid Drone. Ah, l'Iran aussi. Alors, vous avez sur cette image le Venezuela qui est à côté des États-Unis. Vous avez les 3 grandes puissances ennemies alliées des États-Unis qui sont positionnés au Venezuela avec leur équipement. C'est intéressant parce que c'est ce que l'OTAN a fait aussi en Ukraine en passant. L'OTAN a fait ça en Ukraine. Vous avez eu la réponse. Alors, les Chinois sont là, les Iraniens étaient là avec le Bebel. Alors, autre enjeu stratégique géopolitique majeur de guerre, il n'était pas question de les laisser s'armer non plus pour monter en puissance. Ça, c'est une autre raison d'arrêter le régime parce que la veille, le soir même que l'attaque est arrivée, le président Maduro rencontrait les émissaires chinois pour faire une alliance. C'est clair que les États-Unis n'en voulaient pas de ça. Nous autres, au Québec, au Canada, puis au Québec, on a des postes de police chinois, mais on a dit que finalement, c'était pas vrai. Ça n'existe pas finalement ici. Mais c'est pas grave, le renseignement américain, ils vont peut-être voir ça autrement, eux autres. Donc, ce que vous voyez, l'avion pété F-16, c'est si c'était un F-16, l'autre génération, il aurait été pété avec les S-300, mais c'est pas ça qui est arrivé. Donc, vous avez toute l'opération. Ah oui, ça, c'est drôle. Venezuela, eux autres, ça, c'est une autre affaire. Les Russes ont passé le vieil scrap au Venezuela. Et quand tu ne connais pas les avions, tu te fais croire toutes sortes d'histoires. Alors, ils ont acheté des appareils russes. Eh oui, 21. Eux autres, c'était des Su-30. Un bon avion russe, des Su-30. C'est pas mauvais, des Su-30. Hein? Puis là, ça bavait les États-Unis. Les Russes ont dit, avec ça, tu es en business. Oui, tu peux être en business face à des F-16, mais pas des F-35 et pas les autres. Exemple. Et il y avait des F-16 aussi, ce que vous voyez là. Le Venezuela avait aussi des F-16 américains de première génération, du début des années 80. Donc, c'est une flottille de vieux avions. Puis là, tu avais les sanctions, bading, badang, ça a rentré comme du beurre dans le poêle. Puis les lanceurs et tout ça, ils ont fait du jammer d'onde aussi. Les Américains ont été très, très wise, mais ils ont pété les équipements chinois, russes et iraniens. C'est ça qu'ils ont fait avec cette opération-là. Les F-35, ils ont fait le ménage. Donc, les fameux drones, les Iraniens qui vendaient ça, avec ça, vous êtes un business. Mais juste les F-35, on dit que l'avion n'est pas bon, là, que ça ne marche pas, que la technologie, c'est de la merde. Vous avez un exemple que ça marche, OK? Aucun F-35 n'a été touché de près ou de loin, abattu, peu importe. Mais eux, ils ont fait le job, ils ont fait un ménage. C'est une claque d'en face directement au monde entier. Vous pensez que vos équipements peuvent nous arrêter? La réponse est non. Bon. Puis il y avait des troupes cubaines au sol aussi. Regardez le passage un peu ça. Je veux dire, militairement parlant, vous avez l'avantage qu'il y a eu un avantage technologique. Ceux qui disent que les Russes sont plus forts que les Américains, là, vous en avez un exemple concret? La réponse est non.
Ça, c'est le radius, ça, c'est le range des avions, qui est quand même très gros. Ça vole à vitesse supersonique aussi. Tu sais, regardez, là. Mais pas juste ça, je vais vous expliquer une autre tactique qui a été utilisée, géniale, que je connais parce que je l'ai expérimenté indirectement. C'est la technique de brouillage d'ondes par le son. Il y a 135 avions ont été déployés. En plus, ils ont brouillé des ondes avec le son des réacteurs. Pour l'avoir vécu en Virginie, dans un camping, à date, on n'a pas le détail des morts. Hein? Il n'y a pas de l'air noir, ben. Ils ont fait exploser 2 aéroports, puis qu'il y avait des avions militaires dessus. Ils ont eu des cibles. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de mort. Il y en a sûrement eu là, des morts. Là. OK? Ça ne se peut pas qu'il n'y ait pas eu de mort. Mais les cibles étaient tactiques d'abord et avant tout. Alors, voilà, on a des organisations médicales locales ont parlé de 70 morts, 90 blessés. Ça a sauté. Très peu. Parce que c'était pas un bombardement, ni une invasion, ni on met les gens au sol, ni on envahit. C'était pas le but. Il y avait des Cubains qui étaient là sur place. 20 Cubains de mort, effectivement. Il y avait des gens de Cuba sur place. Qu'est-ce qu'ils faisaient là, eux autres? On voit l'enjeu. Donc, c'est sûr que Cuba, le Taïwan aussi, il y a le jeu qui va venir, vous allez entendre parler, le Groenland. La télé a dit pas de mort, faux. Ben, la télé, si vous voulez vous fier à la TV, go. En tout cas, anyway. C'est dur de savoir. Le Congrès était frustré parce qu'ils n'ont pas été avertis. Ah, le Congrès n'a pas été averti. Je ne comprends pas. Pourquoi le Congrès n'a pas été averti, vous pensez? Une bonne raison. Puis moi, j'ai écouté la conférence de presse le plus possible en direct. Puis Trump a dit quelque chose en conférence de presse, puis les journalistes sont restés bêtes un peu là-dessus. Je reviens ici. Et je vais chercher dans mon profil. Ben, il y avait quand même de l'espionnage qui se faisait, mais à 1 minute 29, Trump en pleine conférence, puis c'est sa conférence-là, là, une mission secrète, on garde ça secrète. À 1h29-48, le Congress will leak and we don't want leakers. The enemy from within. Alors, 1h29-48, de la bouche du cheval qui répond. Les journalistes ne s'attendaient pas à ça. C'est tout celle-là ici. Donc, ils m'ont changé le timing à 1h29. Non, j'ai mon timing encore. J'ai pris à peine de le mettre que le monde l'entende. Comme ça, ils pourront dire je ne raconte pas des niaiseries. Alors, avec Michael Rubio en plus, qui va s'en occuper. Donc, je veux dire, c'est un succès même juste militaire. Congress has a tendency to leak. This would not be good. If Voilà. they leaked, General, I think it would have been maybe a very different. Voilà, on écoute. Question de journaliste, hein? So he does have to watch his ass. Mr. President, did you notify any members of Congress in advance? Marco, do you want to talk about that? Because you were involved. Sure. We call members of Congress immediately after. This was not the kind of mission that you can do congressional notification on. It was a trigger-based mission in which conditions had to be met night after night. We watched and monitored that for a number of days. So it's just simply not the kind of mission you can call people and say, hey, we may do this at some point in the next 15 days. But it's largely a law enforcement function. Remember, at the end of the day, at its core, this was an arrest of 2 indicted fugitives of American justice, and the Department of War supported the Department of Justice in that job. Now, there are broader policy implications here, but it's just not the kind of mission that you can pre-notify because it endangers the mission. Plus, if I could add one thing to that, Congress has a tendency to leak. This would not be good. If they leaked, General, I think it would have been maybe a very different result. But I have to say, they knew we were coming at some point, A lot of ships out there, they sort of knew we were coming. We went through. But Congress will leak, and we don't want leakers.
Eh oui, Congress will leak and we don't want leakers. Alors, on a tenu ça secret. On ne les a pas dit parce qu'on voulait que ça reste un succès. C'est comme quand ISIS a été bombardé dans le premier mandat de Trump. Hillary Clinton était fru, puis les autres, puis Hillary s'était plaint qu'elle n'avait pas été convoquée avant le bombardement d'ISIS. Fait que elle était frustrée, mais c'est pour ça que ça a réussi l'opération aussi. Parce que si Hillary avait été au courant, évidemment, ça aurait été un échec. Donc, les membres du Congrès et Maxime Waters n'a pas été prévenu non plus. Mais s'il y en a une, c'est clair. Voyons donc. Ouais. C'est clair. Bon. Le temps passe vite déjà. Vous êtes obligé de prolonger un peu. Les Québécois vont être contents parce qu'on va vendre moins de pétrole. Donc, comme ça, on va être moins de péréquation. Le Québec devrait célébrer ça. En attendant quelques images, évidemment. Là, j'en ai vu plusieurs. Là, ça représente bien. Le parti NPD n'est pas content. On avait plein, on a plein d'exemples. Là, ça ici. Et soudainement, alors les libtards, les dérangés de la gauche capotée, défendent un narcoterroriste alors que les Vénézuéliens dansent dans les rues de joie, alors que le Venezuela a été libéré. Oui, oui, libéré. Ne leur en déplaise, libéré. Alors ça, c'est un enjeu stratégique, technologique, économique, tout ensemble. Et on a des fiestas partout au Venezuela. On en a monté plusieurs. Là, ils chantent une chanson, je ne mettrai pas. Le NPD, eux autres, ne sont pas contents. Le Bloc québécois non plus. Jean Charest non plus. Mais regardez, ça, c'est à gauche, hein, la gang de NPD. Mais l'autre, c'est la fiesta, ça fête, ça chante, ça danse. Je ne mettrai pas la toune, là, mais ils ont pas mal de fun. Vous avez vu donc des vidéos partout. La banderole arrachée, ça, c'était une vieille vidéo, celle-là. On l'a enlevée pour ne pas mêler le monde. Déjà, le monde était tanné de Maduro. Moi, j'ai partagé la conférence de presse directe de Donald Trump. Puis il y en a qui ne sont pas sûrs encore qui critiquent. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, ça est disponible. J'ai la Maison-Blanche directement. Là, je veux dire, c'est ça. Si vous ne croyez pas ce qu'il dit, arrangez-vous avec. Là, vous irez poser questions vous-même. À Paris, comment vont les nouilles gauchistes parisiennes? Alors que ça fête à Caracas, la rue fête la liberté. À Paris, la rue pleure Maduro. C'est ça. Et LFI, un Vénézuélien qui est là, qui répond à LFI, là, ça ne colle pas du tout ce que vous racontez, bande de clochards. Alors, regardez la rue. Cette image-là a été vérifiée par Grok. C'est une vraie image. C'est vrai, live. Alors oui, il y avait du monde dans la rue. Esto es Caracas, papá, se acabó. Sí, lo logramos. Mira esa gente, carajo, qué belleza. Mira la imagen, hasta donde alcanza la vista. Esto es Caracas, papá, se acabó. Sí, lo logramos. Hey, hein? Alors, ça, c'est en direct. Et la vidéo a été vérifiée. Il y en a qui disent « c'est vrai? » Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Le silence des médias total sur les célébrations dans le monde. Preuve là, il y en a d'autres. Il y a plein de témoignages de Vénézuéliens que vous avez vus sur le site web, partout. On a partagé, vous allez en voir d'autres. C'est clair que les gens, eux autres, sont contents. Et je parlais un autre enjeu stratégique. Et ça devrait sortir aussi. Voilà, des libérations, les héros de Félicita, on va vous montrer une autre petite vidéo. C'est la libération d'un peuple, hein, que vous assistez en même temps, là. Hein? Alors, nous autres, on est contre ça. Aquí celebraron hoy los venezolanos la captura de Nicolás Maduro y su esposa. Hoy son libres.
Alors, c'est la fiesta dans les rues. Il y en a qui disent « Ah, ils ne peuvent pas s'organiser tant que ça. » Non, non, le monde sont sortis spontanément. Ils étaient contents. Il y avait des drapeaux américains même dans certaines de ces manifestations-là. Alors, le Venezuela va devenir un allié des États-Unis dans la place. Le Brésil, qui fait affaire avec la Chine et la Russie, va devoir marcher sur des œufs. La Colombie, le président colombien qui a dit « Nous autres, on est prêts à toute attaque. » Il n'y a pas personne qui parle d'attaquer la Colombie. T'as-tu de quoi à cacher? C'est quoi, là? C'est la drogue? C'est tout ça qui te dérange? C'est quoi, la Colombie, là? Le café est trop cher? T'as-tu peur qu'on t'envahisse parce que le café est cher? Je ne sais pas. Donc, ça passe à côté de la traque, aller-retour dans nos médias. On a même Radio-Canada, Je suis Maduro. Regarde, je veux dire, c'est n'importe quoi. Faut être du bon bord aussi, à un moment donné, il faut comprendre vers où est-ce que ça s'en va un petit peu. Et un autre petit état de choses, les machines. Là, je pense que je l'ai perdu, celui-là. Ça ici. Ça sera pas long. Les machines de vote électoral. Ils ont arrêté, ils ont saisi des données de ces machines-là aussi. Et il risque d'avoir des témoignages à ce sujet. Très intéressant d'ailleurs. Donc, je vais le retrouver. La Suisse, ce matin, a gelé les comptes. Je l'ai ici. A gelé les comptes de Maduro en Suisse. Ah, cette gauche caviar si bonne et gentille. Alors, la Suisse a gelé les comptes bancaires ce matin de Maduro. Ah, cette gauche caviar très bonne pour le peuple. Je ne sais pas comment il y a d'argent dedans, on va peut-être le savoir. J'ai hâte de voir. Alors, les machines de vote électronique. En quoi? Ben oui, c'est Venezuela qui était spécialisé pour truquer des élections en Occident. Ah. Et voilà, le département de la justice, le 3 janvier, a décelé un nouvel indictment contre Maduro, alors une nouvelle accusation, aussi bien pour lui que sa femme et son fils. Pauvre petit gars! Pour des machines de vote électroniques, entre autres. Aussi, alors des cocaïnes et autres. Et le fentanyl, les Smartmatic Voting Machines ont été créées. Oui, les machines de Smartmatic ont été créées et trouvées dans 2000, en l'an 2000 en Floride par des ingénieurs, la compagnie fondée en 2000 par les ingénieurs vénézuéliens. Et voilà. Et plein de nations s'en sont servies actuellement. Donc, ça va être un sujet qui va revenir aussi à un autre enjeu stratégique. Parce qu'ils offraient le service de vote, on pourrait dire, clé en main. On est à l'ère moderne quand même. Bon. Le rachat des machines de millions a peut-être permis de découvrir des détails sur la fraude. On va voir. Cuba, c'est les prochains, et la Colombie, Taïwan, Cuba, on va peut-être avoir un spécial, on va voir jusqu'où ça va aller. Cuba qui en arrache déjà. Si je ne mon compte Air Glacial, je suis plus pauvre que Job. Ouais. Donc, les machines de vote, vous avez donc 3 enjeux stratégiques, le pétrole, le positionnement géostratégique de guerre, de communication, de route commerciale aussi, qui vient avec, hein, c'est ça, et les machines de vote. Alors, c'est quand même pas pire comme frappe, sans mettre les pieds au sol avec une armée ou quoi que ce soit. Imaginez si Maduro se met à parler de tout ça live. Parce que le général Flynn a demandé la question, est-ce que vous voulez que le procès soit télédiffusé live? 95% des gens disent oui, 5% disent non. Ben voyons, qui c'est qui est contre ça? Voyons, on veut voir un procès juste et équitable devant la planète Terre complète. Il y en a qui ne veulent pas. Sans pétrole, Cuba va tomber de l'intérieur assez rapidement, sans intervention américaine nécessairement, pas besoin. Ils sont déjà en décrépitude. Bon, les Québécois vont dire maudits Américains de marde, là.
Je perds ma station, ma station balnéaire, là, puis ma plage, là. Alors, des grosses célébrations et plusieurs posent la question, mais pourquoi les médias ne font pas le job? Ben, c'est pour ça que les médias indépendants existent. C'est pour ça qu'on est là. Rebel News, Alexa était à Miami pour montrer ça aussi live. Bravo. USA, on entend USA dans la foule, là. Alors, non, les médias ne montreront pas ces images-là. Alors, c'est pour ça que je compte sur vous. Partagez. Le temps passe vite, ça fait déjà près de 2 heures. Je vais défoncer un petit peu parce qu'il s'est passé tellement de choses. Groenland le prochain. Le Groenland, Trump a dit qu'il y a beaucoup de positionnement stratégique encore oblige. Beaucoup d'appareils chinois, russes, au Groenland aussi. On va voir. OK. Notre premier ministre Carney. Là, les réactions. J'ai dit que le Bloc québécois, évidemment, il décriait ça. Poilievre a salué l'intervention de Trump Netratic directement. Ça, c'est Poilievre. Mark Carney, je dois dire qu'il était pragmatique et intelligent. Au début, il a envoyé Annan parler. Il était mollo. Annan a dit « Ouais, il faut respecter le droit international, c'est important, blablabla. » Bon, OK, bon. Là, on comprend ça. Et le transition pacifique, c'est ce qui est souhaité. Alors, pour diriger, donc, Mark Carney s'est entretenu aujourd'hui. Donc là, il va y avoir du positionnement de personnes là, qui va se faire. Je me suis entretenu avec Maria Corina Machado aujourd'hui. J'ai affirmé le soutien du Canada à une transition pacifique du pouvoir dirigée par le Venezuela qui respecte la volonté démocratique du peuple vénézuélien. Oh, c'est cute. Carney is next. Carney, à date, il fait la job. Donc, il va rester poli. Quand l'Ukraine a besoin d'argent, il en envoie. Quand les Canadiens en ont besoin, ils n'en envoient pas. Donc, ça, c'est le problème intérieur à nous. Alors, ça, c'est parce que c'est notre problème. Ça ne concerne pas les États-Unis ni Trump directement. C'est nous qui tolérons ça. Monsieur Carney, get the fuck out. Des dates, who cares? Hein, la démocratie, on va s'en rappeler. Hein? Alors, Trudeau, trou de cul. Alors, anyway, il a fait une position posée, je dirais. Alors, on rappelle pour les nouilles qui l'ignorent, parce qu'il y en a qui ont essayé de critiquer Poilievre ou autre, ou Maxime, peu importe. Le Canada, l'une des premières mesures prises par le nouveau gouvernement canadien en mars 2025 a été d'imposer des sanctions supplémentaires au régime brutalement oppressif et criminel de Nicolas Maduro. Là, ce que vous voyez, c'est le Mark Carney direct, là, OK? Condamnant sans équivoque ces graves atteintes à la paix et à la sécurité internationale, ces violations flagrantes et systématiques des droits de la personne et sa corruption. Le Canada ne reconnaît pas le régime illégitime de Maduro depuis la fraude électorale de 2018. Oh, c'est intéressant, ça. Donc, ça, c'est Mark Carney. Le gouvernement canadien accueille favorablement l'opportunité qui s'offre au peuple vénézuélien d'accéder à la liberté, à la démocratie, à la paix et à la prospérité. Le Canada soutient depuis longtemps un processus de transition pacifique, négocié et mené par le Venezuela, respectueux de la volonté démocratique du peuple vénézuélien, fidèle à son engagement de longue date envers l'État de droit. Nous autres, le droit, c'est important au Canada, sauf contre le Freedom Convoy et les manifestants. La souveraineté et les droits de la personne. Le Canada appelle toutes les parties à respecter le droit international. Nous soutenons le droit souverain du peuple vénézuélien de décider de bâtir son propre avenir dans une société pacifique et démocratique. C'est cute. Le Canada accorde une grande importance à la résolution des crises par le biais d'un engagement multilatéral et reste en contact étroit avec ses partenaires internationaux au sujet des développements en cours. Mais c'est pour ça que le Canada envoie de l'argent et des armes en Ukraine. En tout cas, nous sommes avant tout prêts à aider les Canadiens par l'intermédiaire de nos agents consulaires et de notre ambassade à Bogota, Colombie. Nous continuons à soutenir les réfugiés vénézuéliens. Bon, blablabla. OK. On va juste retweeter sans commentaire, juste pour aller vite. Bon. Autrement dit, en termes polis, diplomatiques,
ce que vous voyez là, ben, c'est un appui à Donald Trump. Il ne veut pas se le mettre à dos. Il essaie de se la jouer. Ouais, il faut respecter le droit international. C'est important, ça. On y tient. On veut que ça demeure. Mais ça, ce que vous voyez, c'est une réponse diplomatique. Très bien faite. Très bien faite, je l'accorde. En fait, c'est ça qu'il fallait dire. C'est ça qu'il fallait dire. Alors, c'est d'être posé, pragmatique. Tu ne veux pas te mettre. Tu as des négociations à faire avec Donald Trump, tu n'as pas fini encore. Puis tu en as besoin. Donc, il y a une position de premier ministre d'équilibre, et non pas émotive, mais pragmatique. Parce que il sait peut-être qu'après le Venezuela, le Canada, c'est la position que Maxime me dit. Là, il faut faire attention, on pourrait être les prochains, puis ça. Oui, c'est vrai. Mais là, nous, tu sais, quand les libéraux, ils ont joué contre les États-Unis. Donc, sa réponse, je l'ai trouvée bonne. Carney ne respecte même pas la démocratie au Canada. Il ne veut pas se mettre M. Trump à dos. C'est plus facile d'envoyer son armée face au peuple que face à une armée américaine. Oui. Puis, on va acheter des F-35. Je vous le dis tout de suite, je vous l'ai montré tantôt. Là. OK, on va acheter des F-35. OK? Les grosses compagnies américaines militaires sont au Canada. OK? Alors, ceux qui se font des illusions qu'on va faire plus affaire avec l'Union européenne, vous pouvez continuer à y penser. Ceux qui se font des illusions à penser que la Chine va réagir, non. Ils vont continuer à augmenter leur défense, la Chine et la Russie. Et ils vont avoir un équilibre à souhaiter, un partage. Bon, le droit international maintenant. Parce que là, je vois des affaires, l'ONU devrait intervenir, puis tout ça, blablabla, blablabla. Puis, ben non. Ben non. Là, l'ONU, là, panier de crabe, là. L'ONU, pour ceux qui m'ont écouté avec Samuel Grenier quand j'avais fait les chroniques d'un monde complexe, vous avez l'ONU, puis vous avez le Conseil de sécurité de l'ONU. C'est eux autres les décideurs. Le reste, c'est du blabla. Alors, là, le droit international, j'y reviens dans 2 secondes. Ah oui, ça en français. Français, l'actualité mondiale, le regard humain. Un monde plus sûr commence dans la pauvreté, blablabla. Bon, le site web est mal chié. Le pouvoir de la loi doit prévaloir, selon Guterres. Oui, la règle de droit devrait être en numéro 1. On n'est pas là encore. Le Conseil de sécurité de l'ONU, ils ont des droits de veto. Ça n'a rien à voir avec des discussions en bonne et due forme. On n'est pas rendu là. Bon. L'ONU corrompue essaie de faire la loi puis essaie de faire de se montrer propre. Oubliez ça. L'ONU, c'est plus ce que c'était, malheureusement. Vraiment, ça n'a peut-être jamais vraiment été finalement quand on apprend ça. ONU, organisation non utile. Alors, l'ONU pris d'un scandale et Trump a dit m'a coupé les fonds, vous allez voir. Hans Mercier, que j'ai eu au FNL Automne, revue de l'année 2025 et 2026 qui s'en venait, voilà une belle position que j'ai partagée. Le droit international, entre guillemets, le droit est là, hein, n'a rien à voir avec le droit interne. Et ça, il y en a qui ne comprennent pas encore. Désolé pour le petit niaisage de calife de nuit patente. Bon, je l'ai perdu. Ah, c'est que ça m'énerve. Bon, voilà. Ça ici. Dans le domaine international, la légitimité l'emporte presque toujours sur la légalité. Je répète, en droit international, dans le domaine international, la légitimité l'emporte presque toujours sur la légalité, comme Russie, Ukraine, comme peut-être Chine, Taïwan qui va venir et autres. Pratiquement tous les gouvernements, incluant le Canada, considéraient illégitime le gouvernement Maduro. C'est pourquoi le débat sur la légalité va éventuellement mourir au feuilleton. Ben oui.
Les intérêts stratégiques vont toujours être la pierre d'assise des actions des nations. Ouais. Et même au niveau local, on s'entend que ça n'a pas été respecté. Bon. Alors, Hans, c'est bien dit. En Iran, en passant, ça brasse aussi. Puis il y a une révolution contre les mollahs, économique aussi, tout un mélange. Bref. Voilà, le droit international est mal adapté à la nouvelle réalité de guerre irrégulière pratiquée par la Chine. Ce n'est pas la première fois où il sera mis à mal. Ceci dit, c'est loin d'être la première fois. Beaucoup dénoncent, évidemment, l'emprise américaine, mais oublient l'emprise chinoise et russe. Un président illégitime narcotrafiquant ne doit pas être protégé par les lois internationales, plutôt au contraire. Là, ils ont dit « Ah, Trump a été condamné, pédophile, blablabla. » Ben oui, c'est de l'interne. C'est deux choses, c'est ça. Le Canada, les mains liées sur les packs. Trump a même dit qu'il était prêt à aider l'Iran. Oui, parce que là, l'Iran, le message a été entendu aussi. Ceux